Merci Virginie. Donc on va maintenant poursuivre les échanges de la première partie de la journée sur les challenges de l'action humanitaire destinés à maintenir le lien social ou lutter contre les conséquences d'un lien social défectueux ou défaillant, en abordant un cas précis, celui de la situation des exilés. J'invite tout de suite Emmanuel Nion-Saba et Florence Yadaden à me rejoindre sur le manche debout. Voilà, pourquoi la prise en compte de cette dimension dans les actions conduites à l'attention des exilés est-elle particulièrement importante pour ces populations en déplacement? Quel est l'enjeu pour ces populations en situation de déracinement? Comment agir sur le lien social des exilés entre eux vis-à-vis de leur population d'origine et de la population d'accueil? Enfin, voilà quelques questions qui seront débattues dans un instant au cours d'une nouvelle table ronde. Mais avant cela, nous allons aborder ce sujet avec la présentation des résultats de deux autres recherches soutenues par la Fondation, celle de Florence Yadaden et celle d'Emmanuel Nion-Saba, que j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés aujourd'hui, et qui abordent ce thème sous des angles différents. Donc Florence, vous êtes docteur en sociologie, récemment nommée maîtresse de conférence en sciences de l'éducation à l'université Picardie-Jules Verne, et vos recherches portent sur les programmes de volontariat en France mais aussi à l'étranger, à l'attention de publics variés sur les associations d'éducation populaire. Et avec le soutien de la Fondation et de la Fondation Crédit Coopératif, vous avez conduit une recherche intitulée « Des volontaires solidaires, le service civique par et pour les réfugiés », qui visait à étudier les effets du dispositif de service lancé en 2018 par la délégation interministérielle pour l'accueil et l'intégration des réfugiés, donc le fameux programme Volontaire. Voilà ce programme qui propose la création de 1500 missions de service civique à destination de jeunes engagés dans une mission auprès d'un public migrant, mais également 500 missions de service destinées aux jeunes réfugiés eux-mêmes. Voilà, vous êtes intéressé ici aux effets du dispositif sur les volontaires et les organisations accueillantes aussi, ainsi que plus généralement sur les mutations du champ associatif. Emmanuel, vous êtes docteur en sociologie de l'Université du Havre Normandie, et après avoir soutenu une thèse sur les expériences du vieillissement des personnes âgées au Sénégal, avec un intérêt particulier pour les enjeux de maintien des solidarités traditionnelles et les difficultés des proches pour accompagner les parents âgés vulnérables dans un contexte de transformation sociale. Dans le cadre de vos travaux plus récents menés au Canada puis en France, vous vous intéressez à la prévention de la vulnérabilité chez les personnes âgées, notamment immigrées, et aux solutions innovantes, en particulier les technologies d'information et communication, dans le soutien du lien social à distance et du bien-être. Et c'est le sujet de la recherche que vous avez conduite avec le soutien de la Fondation et de nos partenaires, l'Agir Carco et le groupe Vive. Voilà, une recherche qui s'intitule « Usage des TIC par les immigrés âgés en situation de vulnérabilité relationnelle vers un usage accru en soutien du lien social à distance et du bien-être ». Voilà, selon vous, ces fameuses technologies sont mal connues et peu utilisées par les vieux migrants et les professionnels sociaux de santé, alors qu'elles peuvent contribuer à prévenir la vulnérabilité chez les immigrés âgés. Donc votre recherche visait à explorer les représentations associées à l'usage de ces technologies chez les immigrés âgés dans la prévention de la vulnérabilité relationnelle. Donc merci encore à tous les deux d'être là aujourd'hui. Florence, je reviens vers vous d'abord. Avant de vous entendre nous exposer les principaux résultats de votre recherche, j'aimerais comprendre votre intérêt à travailler sur ces programmes de volontariat, parce que vous avez travaillé sur plusieurs dispositifs de ce type, pas uniquement volontaires. Donc qu'est-ce qui fait le lien entre eux, entre tous ces programmes? Qu'est-ce qui est différent aussi? Et en quoi est-ce que ces programmes soulèvent des questions intéressantes pour une sociologue? Appuyer et voilà. Là, c'est bon, super. Bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup pour ces questions. Alors moi, j'aime beaucoup ces dispositifs de volontariat sur lesquels je travaille depuis 2012 maintenant, parce que pour moi, ce sont des dispositifs frontières entre le bénévolat, le salariat, frontières aussi entre des catégories d'âge, frontières des étapes pour les jeunes, et puis j'en reparlerai tout à l'heure, mais aussi frontières entre différents champs d'intervention associative. Et pour moi, ces dispositifs, ils permettent de saisir les attentes qui pèsent sur les jeunes, attentes notamment de prouver leur citoyenneté et de prouver leur intégration, d'où mon intérêt pour ce dispositif à destination des jeunes réfugiés. Et du coup, depuis 2012, j'ai eu la chance de pouvoir regarder plein de programmes de volontariat, de services civiques, les volontariats internationaux, les volontariats spécifiques aux Outre-mer. Et ces programmes m'ont permis de penser plusieurs champs. Enfin, ils m'ont permis de me former et de m'ouvrir à plusieurs champs sur le travail humanitaire, sur les enjeux des métiers environnementaux,
sur les outre-mer, à la mobilité des jeunes ultramarins, et aussi sur différents types de structures, on l'a dit, donc sur les associations, mais aussi les services publics et même la dématérialisation de Pôle emploi. Voilà, et donc avec ce dispositif, j'ai pu aussi m'ouvrir sur les questions de migration et de soutien à la migration. Et ça apporte quelque chose à votre compréhension des politiques de jeunesse, même si ça comportait, comme le programme volontaire, ça portait sur relativement peu de personnes finalement. Alors ça portait sur peu de personnes, mais par contre, ça s'inscrit dans tout un tas de programmes au niveau européen et internationaux de bénévolat des migrants que des collègues étudient en Italie, en Suisse ou au Liban. Et ça m'intéressait particulièrement, j'attendais presque avec une impatience sociologique qui se développe en France, parce qu'il me semble que c'est aussi des représentations de la citoyenneté qui ne sont pas les mêmes en France, en Italie, au Liban ou en Suisse. Merci. Comme on a un petit peu de retard, je vous prie de rejoindre le pupitre pour nous présenter les principaux résultats de votre recherche, donc, que vous avez conduite entre 2020 et 2021 avec le soutien de la Fondation Croix-Rouge française et de son partenaire, la Fondation Crédit Coopératif. Nous vous écoutons, Florence. Bon, alors je vais faire l'effort d'aller encore plus vite que ce que j'avais prévu. Donc voilà, j'ai étudié avec le soutien de la Fondation de la Croix-Rouge et du Crédit Coopératif un dispositif de service civique mis en place par la DIR, donc la Délégation interministérielle pour l'accueil et l'intégration des réfugiés, en partenariat avec l'Agence du service civique, qui était donc à destination de jeunes Français auprès de migrants, et surtout, pour la partie qui m'intéressait, de jeunes primo-arrivants, comme ils sont désignés par la politique publique. Donc, je ne vais pas prendre le temps de présenter le dispositif de service civique, mais juste rappeler qu'il n'est ni emploi ni bénévolat, qu'il est présenté comme un dispositif d'engagement, indemnisé mais hors du droit du travail, et que les enquêtes sociologiques menées sur ce dispositif ont montré qu'il était souvent utilisé comme une période d'attente, soit en vue d'une insertion professionnelle, soit dans le but de se trouver, de trouver aussi une alternance, une voie, enfin voilà. Les jeunes étrangers avaient déjà accès au dispositif avant ce programme, à l'exception notoire des jeunes Algériens et Algériennes. Mais le service civique, à partir de ce dispositif, leur est directement proposé par les structures en charge de leur accompagnement dès l'acquisition d'un statut de protection internationale, donc asile ou protection subsidiaire. Autrement dit, il fait maintenant partie des outils d'intégration possibles pour ces jeunes primo-arrivants. Et réciproquement, des structures d'éducation populaire, qui étaient jusque-là spécialistes du service civique, vont s'impliquer dans les politiques d'accompagnement des migrants autour de ce programme. C'est d'ailleurs ce qui m'avait intéressé au lancement de ce programme, c'est la coopération du secteur de la jeunesse et de l'éducation populaire et celle du soutien à la migration. Et puis du coup, je voulais aussi comprendre ce que faisait le service civique au parcours de ces jeunes réfugiés et comment ils s'intégraient dans ces parcours d'intégration. Je vais très rapidement présenter les résultats de cette enquête. Je précise que c'est une enquête qualitative qui a été menée en grande partie entre et pendant la crise sanitaire de 2020, les confinements sanitaires de 2020. C'est donc une enquête qui s'appuie sur des observations et des entretiens et j'ai suivi 5 associations pendant 1 an et demi dans 2 régions différentes. D'abord, peut-être remarquer que ce programme suppose donc, comme je le disais, une coopération d'organisations aux missions variées, organisations qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble. Et dans les structures que j'ai pu observer, ce dispositif, il repose largement sur des individus qui passent d'un champ à l'autre, du champ du soutien à la migration au champ de l'éducation populaire, et qui font bénéficier les structures de leur réseau professionnel. Et ces champs sont aussi marqués par un très fort turnover qui est lié à la fois à l'emploi associatif, à sa qualité, à la surcharge de travail et au financement du champ de l'aide à la migration. Donc ce turnover, c'est aussi un obstacle dans la mise en place de ces programmes, mais c'est aussi du coup au croisement de 2 budgets, le budget de la jeunesse et le budget de l'aide à la migration, du soutien à la migration. Et ce que j'ai trouvé intéressant dans ce dispositif, c'est qu'en fait, il va être en partie utilisé par les associations de soutien à la migration pour pouvoir bénéficier de fonds qui ne sont plus automatiques, de subventions qu'il est difficile d'obtenir, en allant piocher dans le budget de la jeunesse. Je ne sais pas si je suis claire en étant aussi rapide. Mais donc, ce service civique, il est aussi utilisé pour combler des manques financiers et il va notamment permettre dans les structures de développer d'autres actions, des actions par exemple d'emploi à destination des jeunes réfugiés et aussi des actions de logement solidaire, grâce du coup au budget du service civique et non plus aux subventions de
des politiques de soutien à la migration. Ensuite, remarquez qu'il est largement mis en place par de toutes petites associations, ce que moi j'ai appelé des associations familiales, c'est-à-dire que ce sont des grosses associations, bah voilà, celle-ci, qui l'organisent et qui mettent à disposition les volontaires dans des petites structures souvent de 1 ou 2 salariés, voire 100 salariés, ce qui a pour moi un effet important, 2 effets importants. D'abord parce que ces structures s'engagent souvent dans le programme avec un regard charitable, inscrit dans l'émotionnalisation de la crise de l'accueil dont on reparlera sans doute, ce qui a comme effet l'assignation des jeunes à des positions auxquelles on les assignerait de façon quasi stéréotypée. Par exemple, on va avoir des missions qui vont se retrouver dans le gardiennage, le jardinage, la cuisine et le ménage, ça c'est surtout pour les hommes, et les femmes, on va les retrouver dans des missions dans des EHPAD, dans du soutien, du care ou de l'éducation. Alors même que l'agence du service civique a une attention particulière à éviter les missions spécifiques et essayer de mettre les jeunes arrivants, primo-arrivants, dans les mêmes missions que des jeunes français. Mais ici, l'enjeu de la langue est central, et j'imagine aussi qu'on reviendra dessus, puisque les volontaires sont incités à apprendre le français, qu'il est difficile de les mettre dans des missions classiques tant qu'ils ne parlent pas français, mais qu'en même temps, il n'y a pas de moyens supplémentaires ni en traduction, ni en cours de français pour les y aider, et qu'ils sont en permanence renvoyés à leur langue parce qu'ils sont aussi, pour les associations, des traducteurs ou des médiateurs culturels pour les communautés que les associations visent à toucher. Autre effet important, des pratiques de paternalisme renouvelées, pour reprendre les termes de Élise Palomares et Aude Rabot, favorisées par ce faible nombre de salariés dans les associations. Et finalement, l'urgence de ces jeunes étant plutôt à s'insérer professionnellement, ce service civique ne va pas générer de l'engagement, mais plutôt des assignations ethniques sur le marché du travail, sans qu'un recrutement soit toujours possible. Je suis désolée, je vais extrêmement vite, mais j'espère qu'on aura le temps d'en reparler. Pour conclure donc, sur cette politique, c'est une politique qui est pensée d'abord pour réduire le racisme dans la population française. Donc c'est une de ces politiques, pour rejoindre les termes de Simone Di Cecco, qui s'inscrivent dans l'idée d'une citoyenneté de contrepartie, c'est-à-dire qu'on attend des jeunes primo-arrivants qu'ils fassent preuve de leur engagement et de leur intégration. Et donc finalement, c'est des programmes d'antiracisme pédagogique. On l'a dit, il y a très peu de gens dans ce dispositif, donc on a du mal à mesurer l'effet de l'antiracisme. Mais par contre, on peut l'inscrire dans cette figure du migrant méritant, qui vient prolonger la figure du pauvre méritant qu'on a observé ces dernières années, avec l'idée que pour s'intégrer dans la société française, ces jeunes devraient saisir leur chance et démontrer leur investissement désintéressé au service de l'intérêt général. Merci beaucoup. Merci Florence. J'enchaîne, compte tenu du retard. Emmanuel, on va maintenant vous entendre présenter les résultats de votre recherche. Mais avant ça, je reviens sur votre petite présentation tout à l'heure. Je ne peux pas m'empêcher de relever que vous avez réalisé des terrains au Canada, au Sénégal, en France. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire de la richesse de vos expériences de terrain? En quoi ça apporte quelque chose à votre recherche, sur vos questions? Merci Vincent, merci aussi à la Fondation qui m'a permis de réaliser l'étude dont je vais vous présenter les résultats sur le soutien du lien social à distance, parce qu'il s'agit de la question de liens sociaux et familiaux à distance. Et comme vous le dites, j'ai effectué jusqu'à présent 3 terrains de recherche dont les résultats carrément se croisent sur la question de la vulnérabilité des personnes âgées en Afrique, dans le cas du Sénégal, et aussi au Canada, avec les immigrés qui sont installés à Montréal, et ici en France. Donc, je dirais un élément, d'abord, concernant ces 3 terrains, c'est la difficulté à enquêter dans des contextes socio-culturels différents. Au Sénégal, par exemple, ce n'est pas anecdotique, ce n'est pas aussi simple quand on s'introduit dans la famille pour connaître si est-ce que la personne âgée subit de la maltraitance, par exemple, un sujet qui est quasiment tabou dans le contexte africain, ou aussi quand il faut s'introduire dans un foyer ici au Havre ou bien en France, et avec des perceptions que les gens peuvent avoir vis-à-vis des chercheurs ou bien des intervenants sociaux
parce que ce que je peux souligner d'abord, c'est que ces gens âgés, souvent qui sont isolés dans les foyers, ils ont développé en tout cas une certaine culture de la méfiance. Donc ça demande beaucoup de patience et ça demande aussi d'une certaine détermination. Donc par rapport aux résultats, ce qui est intéressant, c'est que ces résultats se croisent en tout cas sur la question de la vulnérabilité, ce qui en tout cas engage de réfléchir sur les actions de soutien possibles à ces aînés qui sont concernés. Merci Emmanuel. Je vous invite à rejoindre le pupitre pour nous présenter les résultats de votre recherche que vous avez réalisée entre 2021 et 2022. Vous avez fini il y a à peine un mois. Voilà, on avait fait très vite pour publier les résultats de votre recherche, accessible sur le site de la Fondation d'ailleurs. Voilà, recherche que vous avez menée avec le soutien de nos partenaires, la GIRCARCO et le groupe VIVE. Voilà, nous vous écoutons. Merci beaucoup. Justement, la recherche dont je vais vous présenter un peu les résultats en 5 minutes, c'est très rapide. En fait, visait à explorer comment les personnes âgées, comment on peut intégrer les nouvelles technologies dans le soutien du lien social aux personnes âgées immigrées en situation de vulnérabilité relationnelle, donc des gens qui sont socialement isolés, qui n'ont pas de contacts sociaux et dont la plupart des familles vivent en Afrique. Et du coup, d'abord, ce que je constate, c'est que je souligne que l'enquête porte essentiellement sur les personnes qui sont, en tout cas, essentiellement isolées, qui vivent seules, dans les foyers ou bien dans les centres d'hébergement. Donc, ce sont des personnes, en tout cas, qui connaissent de multiples vulnérabilités. J'ai donné quelques exemples pour aller très vite. Et les gens dont la situation administrative les empêche, par exemple, de rentrer dans leur pays. Et monsieur de 76 ans, qui vit en France depuis maintenant une quarantaine d'années et qui a subi une usurpation de carte d'identité et actuellement qui court derrière l'administration pour pouvoir retrouver ses papiers parce que, voilà. Donc, il me disait dans un entretien, par exemple, qu'il ne pouvait pas rentrer, il n'est pas rentré au Sénégal depuis 2012. Et vous imaginez justement la souffrance que ces gens peuvent endurer donc dans leurs expériences au quotidien. Du coup, donc le premier constat, c'est que les nouvelles technologies donc, apportent en tout cas un soutien significatif à ces gens isolés. Donc, face à cet isolement, en tout cas, les TIC, essentiellement, c'est le téléphone mobile. Hein. Donc, c'est limité à l'usage d'un téléphone mobile. Et un téléphone mobile qui est en tout cas prisé par beaucoup de ces migrants que j'ai rencontrés pour plusieurs raisons. Donc, un réseau d'abord de différentes fonctionnalités qui permettent de diversifier notamment la communication. C'est la possibilité d'envoyer, de faire des envois audio, parce que la plupart des gens ne savent pas ni lire ni écrire. Du coup, on envoie l'audio et la chose est faite. Donc, il y a aussi la possibilité de communiquer grâce à des applications comme WhatsApp et qui permet quand même de voir au moins les enfants, les petits-enfants à distance au Cameroun, au Sénégal ou bien ainsi ailleurs. Donc, je retiens, cette étude permet en tout cas de dégager 2 bénéfices, en tout cas significatifs pour ces immigrés. D'abord, c'est le soutien du lien affectif, parce qu'on utilise beaucoup, notamment les appels vidéo, pour appeler la grand-mère qui est restée au Sénégal. Et à chaque fois, j'ai donné quelques extraits d'entretien pour illustrer ça, comme cette dame qui appelle souvent sa mère et qui est au Cameroun, qui me disait, tout le temps je l'appelle. Donc, on parle de tout ça, ça fait du bien, et moi aussi. Et il y a aussi un autre bénéfice de ces technologies, c'est aussi le maintien des liens culturels et politiques, notamment chez les hommes qui s'intéressent davantage aux événements ou bien à l'actualité politique de leur pays. Donc, du coup, les TIC, finalement, apportent, comme je le disais tout à l'heure, un soutien significatif au bien-être. Et finalement, ce que révèle l'étude, en fait, c'est que ces migrants, contrairement à ce qu'on aurait dû penser, ils ne sont pas, au fait, technophobes. Donc, ils ne sont pas hostiles aux nouvelles technologies. Au contraire, ce sont des gens qui utilisent beaucoup, qui participent dans
de multiples interactions communicationnelles et qui aspirent surtout à améliorer leurs pratiques numériques. D'ailleurs, ce que je constate que la méfiance par rapport à la question, quand je pose la question, est-ce que la télémédecine c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser, le fait d'appeler ou bien de consulter un médecin à distance, ils sont un peu méfiants. En fait, cette méfiance est plutôt davantage liée au manque d'informations et aussi au manque d'opportunités d'usage. Donc, je pense que les actions de soutien devraient être en tout cas mises en place ou bien renforcer les dispositifs déjà existants pour prévenir ce nouveau risque de vulnérabilité que j'appelle la vulnérabilité numérique. Bon, une petite attention pour conclure, c'est que les TIC, les nouvelles technologies, pour moi, ne peuvent pas être considérées comme, en tout cas, une fin en soi, mais plutôt comme un moyen qui permettent d'augmenter le nombre d'interactions humaines et non pas de substituer. Merci beaucoup. Merci. Merci Emmanuel. Merci Emmanuel. Merci Florence aussi. Je vous invite maintenant à rejoindre l'espace de la table ronde où vont vous rejoindre Paul Allozy, Alice Bloomfield, Barbara Johannon et Estelle Dalluin qui en assurera la modération. Je vous remercie tous de rejoindre la scène s'il vous plaît. Donc bonjour à tous et puis merci pour cette invitation, pour ces échanges qui vont être riches, mais un petit peu serrés en termes de temporalité. Donc est-ce qu'on a le droit de déborder un petit peu sur 13 heures ? Voilà, pour que tout le monde soit un peu au courant. Donc on n'aura pas sans doute l'éventail des questions qu'on avait pu se poser ensemble en préparation dans ce temps limité, mais on va essayer d'en couvrir un certain nombre. Donc peut-être moi juste pour introduire cette table sur le lien social à l'épreuve de l'expérience migratoire, juste revenir sur le fait qu'on va aborder des publics assez différents entre l'intervention de Florence et puis celle d'Emmanuel. On a pu voir qu'il s'agissait finalement de personnes qui peuvent être dans des situations, pour certaines, d'enracinement sur le long terme en France et pour d'autres qui viennent d'arriver et où la question de l'épreuve de l'exil est toute récente. Alors peut-être à ce sujet-là, peut-être introduire en ayant déjà un élément un peu de définition. Donc, on a rappelé que les réfugiés dont il est question, ça correspond à un statut juridique des bénéficiaires de la protection internationale et aussi à une population cible de l'action publique, ce qui fait que, par exemple, les demandeurs d'asile sont exclus des dispositifs dont on a parlé. Donc, on va sans doute avoir en arrière-fond aussi cette question des politiques publiques. Le lien social, il est mis à l'épreuve et de la rupture que constituent les facteurs d'exil, et aussi des politiques d'accueil, de confinement, de containment, je ne sais pas comment on pourrait traduire, mais qui laissent aussi des expériences profondes de défiance à l'envers des institutions qui pourront nous interroger ici autour de ces dispositifs. Sur les personnes âgées immigrées, là aussi, la question de l'isolement, elle s'est posée fortement dans les années 90 autour de la figure des personnes qui vieillissaient dans les foyers immigrés dans l'isolement. Je pense que là, il y a aussi eu une prise de conscience de cette invisibilité qui était associée au fait que le travailleur immigré jeune était un peu la figure qui emplissait l'espace. Et là aussi, il y a eu beaucoup d'actions qui ont permis d'essayer, notamment du côté des organisations non gouvernementales et parfois en partenariat avec les politiques publiques, de retisser du lien social, restaurer. Alors ma première question, elle va s'adresser du coup à vous qui êtes engagés dans ces différents champs d'action, mais à des postes un peu différents, donc ce qui fait qu'on aura sans doute des actions différentes qui sont présentées. Est-ce que vous pourriez nous parler de ce qui a été mis en œuvre
de manière récente dans vos structures, vu qu'il y a des organisations internationales et puis des associations, pour essayer de promouvoir ce lien social, peut-être créer des espaces d'interconnaissance. On a parlé aussi du rétablissement des liens familiaux, qui peut être fait au niveau du pays d'origine. Donc chacun depuis sa place, est-ce que vous pouvez commencer? Alors peut-être par ordre, je vais faire ainsi pour que ce soit plus simple. Paul, si vous pouvez. Merci beaucoup. Alors, moi, je peux vous parler de deux choses très concrètes. La première, c'est qu'on a une mission d'aller vers, donc on a un camion avec des médecins, des infirmiers, des traducteurs qu'on emmène un peu partout dans Paris, en Ile-de-France, pour aller à la rencontre des exilés en demande de soins. Depuis maintenant plus d'un an, ce camion, il se déplace avec une équipe de la Croix-Rouge, du rétablissement des liens familiaux, qui travaille avec nous en partenariat. Donc les gens en venant nous voir peuvent bénéficier de soins, mais peuvent aussi bénéficier d'un service d'appel vers le pays, potentiellement de services de recherche. Et ça, c'est très important pour nous. Et la deuxième chose qu'on a mis en place depuis 2018, c'est une permanence psy. Donc on pourrait considérer que toutes les personnes exilées qu'on voit à la rue sont en demande de soins psy. Les plus en demande en tout cas, et ceux que nos médecins repèrent, sont invités dans notre centre. C'est le seul moment où nous, on ne fait pas de l'aller vers, mais où les gens viennent à nous. Et là, on a créé un espace psy à deux vocations. La première, c'est le soin direct, qui est évidemment la demande un peu urgente. Et donc, il y a une équipe pluridisciplinaire de psychologues, psychanalystes, psychiatres, juristes, médiateurs, interprètes, médecins généralistes qui accueillent les personnes. Mais en plus de ça, on a créé un espace collectif dans lequel on essaye de justement quitter un peu la relation verticale de aidant-aidé et d'avoir un espace dans lequel il n'y a pas d'orientation. Si quelqu'un veut une info, les cours de français, les douches, il sort de cet espace, il revient à l'autre accueil. C'est du thé, du café, des jeux de société, du matériel de dessin. On fait les courses pour l'après-midi ensemble pour le lieu, pour voir ce qu'on va manger ensemble dans l'après-midi. Et voilà. Et très récemment, on a un de nos interprètes qui me dit bah voilà, j'aime bien venir à Médecins du Monde parce que j'arrive, je vois les personnes qui me disent tout le temps je préfère être seul. Et donc il va en consultation psy avec la personne qui est effondrée, qui pleure beaucoup. Ensuite, il le laisse dans l'espace en lui disant bah tu peux tester. Il revient une demi-heure plus tard et il retrouve la personne souriante, en train de rigoler, qui lui dit bah là je vais beaucoup mieux. Et voilà. Et donc nous, cette expérience-là, on en ressort très grandi de se dire ok, ça va vraiment au-delà du soin, quoi. Le lien social, il est essentiel face à la violence en fait de l'exil, quoi. On voit un peu trois violences, nous, celle du départ, celle du trajet, celle de l'arrivée. Et la violence a vraiment pour fonction d'isoler les personnes. Et c'est le lien social qui va revenir reconstruire quelque chose autour, quoi. Voilà. Merci déjà pour l'invitation. Je pense qu'il y a déjà plusieurs personnes avant qui ont mentionné le CICR et puis aussi des points que je voulais déjà mentionner. Donc ça m'aide beaucoup. Juste en préalable pour dire que voilà, le CICR en tant que tel est une organisation qui porte assistance aux victimes de conflits et protection aussi aux victimes de conflits et personnes affectées par la violence. Donc on n'a pas comme objectif direct de travailler sur le lien social, mais bien sûr il y a des activités qu'on mène qui vont contribuer en fait au renforcement du lien social. Et puis il y a toute une réflexion qui a été aussi mentionnée par la collègue précédente d'Achi, qui est comment on intègre dans nos politiques et dans notre travail d'aide humanitaire en fait cet aspect-là. Comment est-ce qu'on s'assure en fait que nos actions n'affaiblissent pas le lien social, voire ne cassent pas en fait les liens qui existent. Et même en fait comment on peut s'appuyer sur les forces en fait des communautés qu'on souhaite assister pour aider au mieux. Donc ça c'est un aspect qu'on pourra peut-être élaborer plus tard si on a le temps. Peut-être deux points en termes opérationnels, donc qui correspondent aux deux aspects du travail que je fais. Donc sur la protection, qui est donc mon domaine, on va dire de prédilection. Du point de vue du CICR, on insiste beaucoup sur le fait que les autorités sont responsables des droits des personnes qu'ils ont sous eux, donc y compris des migrants, en fait, qu'ils ont l'obligation de faire respecter les droits. Et dans ce cadre-là, je pense qu'il est important, et je pense que ça a été aussi mentionné par ma collègue de la Croix-Rouge togolaise, de prendre en compte la dimension en fait, des politiques publiques et de la responsabilité des autorités pour justement ne pas mettre en danger en fait, une certaine population. On l'a vu avec le Covid, où il y avait un risque de stigmatisation très important, de discrimination, où ils étaient accusés peut-être de porter le virus, etc. Et donc nous, dans le cadre de notre dialogue confidentiel avec les autorités, on essaye justement de porter à l'attention des États aussi cet aspect-là. Moi, je travaille beaucoup sur la détention des migrants. Effectivement, on sait que le mettre des personnes en détention va en fait les mettre, d'abord, ça a un impact direct sur leur bien-être psychologique, mais ça va avoir un impact beaucoup
plus long terme sur aussi leur capacité à s'intégrer, la relation de confiance qui a déjà été mentionnée par d'autres personnes qui vont avoir avec les autorités publiques, mais aussi les institutions comme les nôtres. Et donc, il y a vraiment cet aspect-là de comment on peut porter ce message. Et puis sur le RLF, puisque c'est quelque chose qui a été mentionné, donc on travaille dans le cadre d'un mouvement. Encore une fois, on n'est pas seul. Le CICR, on travaille avec les Croix-Rouges nationales, avec la Fédération. Et dans ce cadre-là, effectivement, on essaye de monter des actions qui permettent la prévention de la rupture du lien, déjà, le maintien du lien familial quand il est là, et de retrouver des personnes de retrouver en fait les personnes disparues. Et dans ce cadre-là, je pense que ce qui est intéressant pour nous à mentionner ici, c'est dans le cadre des personnes disparues. Donc, il y a beaucoup comme vous savez, il y a beaucoup de migrants qui disparaissent pendant leur trajet migratoire. Alors peut-être temporairement parce qu'ils sont détenus ou incapables d'avoir accès à des modes de communication, mais aussi parce qu'ils disparaissent, ils meurent en fait, et on ne trouve pas toujours la trace de ces personnes-là. Voilà, ça a un impact extrêmement important. Alors nous, on travaille sur toute la route migratoire. C'est clair que sur le lien social, on va être plus sur les communautés d'origine ou les migrants qui sont déjà dans une communauté d'accueil, parce que ça va avoir un impact en fait sur les deux, sur les familles qui restent dans le pays d'origine, et puis ici en Europe sur des personnes qui vont rechercher des membres de leur famille et qui du coup vont être aussi en difficulté pour refaire du lien, puisque le lien familial est quand même la base du lien social aussi, enfin une des bases. Et voilà, donc juste pour dire que sur la partie des personnes disparues, prendre en compte le fait que quand une personne a perdu un proche, ça peut avoir un impact non seulement psychologique, mais aussi économique, administratif, parfois même une stigmatisation dans la communauté d'origine, puisque a du mal à peut-être faire des rituels de deuil, d'avoir accès aux papiers d'identité pour pouvoir reconstruire sa vie, etc. Donc nous, on essaie vraiment de travailler sur cet élément-là, pas seulement sur les éléments techniques de comment est-ce qu'on aide, on retrouve les personnes, mais aussi sur tout l'environnement qu'il y a autour pour essayer de soutenir ces personnes qui ont perdu des proches. Voilà, j'étais très longue, je suis désolée. Merci beaucoup. Donc pour le HCR, donc peut-être aussi pour rappeler, comme l'a fait Alice, sur le mandat du HCR, on a bien sûr ce mandat de protéger et d'aider les personnes réfugiées et déplacées dans leur propre pays. Mais notre but ultime, c'est de trouver des solutions durables pour ces personnes-là, pour reconstruire leur vie. Parmi ces solutions durables, il y a le rapatriement volontaire. Et il faut savoir que pour les personnes réfugiées, un grand nombre d'entre elles aspirent à rentrer un jour dans leur pays. Elles gardent cet espoir-là. Donc, par exemple, on a fait une étude très récente sur les aspirations des personnes réfugiées d'Ukraine en Europe, et 83% d'entre elles disent qu'elles espèrent rentrer dans leur pays un jour. Pas forcément dans les prochains mois, mais un jour. Et parmi cette volonté de rentrer, il y a cette volonté de retrouver des proches restés au pays, de la famille, des amis, retrouver un environnement connu, un environnement familier. Donc ça, c'est un des leviers, un des piliers sur lesquels on travaille. Et sur 2021, le HCR a accompagné le retour de 430 000 personnes réfugiées dans leur pays, alors principalement au Burundi, en Côte d'Ivoire, un petit peu en Syrie et au Sud-Soudan beaucoup. Donc ça, c'est un pilier à l'international qui est important pour recréer du lien et rétablir ces liens. Un autre pilier parmi les solutions durables, c'est évidemment l'inclusion, l'intégration. Et un des prérequis, et ça a été mentionné aussi dans les tables rondes précédentes, c'est la question de... Alors, nous, on ne fait pas du rétablissement de liens familiaux, mais par contre, on porte un plaidoyer très fort et on accompagne la réunification familiale pour les personnes réfugiées, par exemple, qui sont réfugiées en France et qui souhaitent retrouver leur famille. Donc ça, c'est un levier très important et presque un préalable finalement de l'inclusion et de l'intégration, puisque une fois que ces liens-là sont retrouvés, il y a une forme de normalité aussi qui revient dans le quotidien de ces personnes. Donc ça, c'était un petit peu pour vous donner le contexte général sur l'action du HCR en tant qu'acteur humanitaire et sur le volet international. De manière plus spécifique en termes de lien social, on travaille beaucoup sur ce sujet-là en France aussi. Et on va dire qu'il y a un petit peu trois niveaux. Il y a le lien social, alors recréer, tisser,
plusieurs mots peuvent être employés selon les circonstances, mais entre les personnes réfugiées et la communauté d'accueil, ça a été mentionné aussi sur la précédente table ronde, il y a le lien social qui peut être tissé, renforcé entre les personnes réfugiées elles-mêmes, entre les communautés réfugiées, et le lien social aussi qui peut exister entre les personnes réfugiées et le HCR en tant qu'organisation, acteur humanitaire. Et sur ces trois aspects-là, on fait des choses assez différentes qui sont bien sûr complémentaires. Mais pour vous donner donc des exemples très concrets et opérationnels sur la question du lien entre les communautés d'accueil et les personnes réfugiées, le HCR en France déploie depuis 2017 maintenant un programme qui s'appelle Interact, qui est un programme destiné aux collégiens et aux lycéens. Depuis 2017, c'est presque 10 000 jeunes qui ont été touchés par ce programme et qui vise en fait au travers de la rencontre avec des personnes réfugiées de casser certains stigmas, certains préjugés, d'améliorer aussi la compréhension de la question des déplacements forcés et de ces enjeux tant en France que dans le monde. Et puis d'engager aussi et d'accompagner les enseignants qui travaillent sur ces questions-là, par exemple en classe de 4e, maintenant c'est dans les programmes, de parler de migration, d'exil, etc. Et on a vocation avec ce programme de faire participer les personnes réfugiées, pas comme simples témoins ou pour raconter leur parcours, mais vraiment en tant qu'acteurs et personnes qui ont des compétences. Donc ça va être sur de l'animation d'ateliers de danse, des ateliers d'écriture avec des journalistes réfugiés, donc d'essayer de aussi montrer que ces personnes-là ne sont pas que des personnes réfugiées, donc avec ce titre, ce statut qui leur colle un peu à la peau, mais que ce sont des personnes et qui ont fait plein de choses avant, qui continuent de faire plein de choses en France. Et cette rencontre-là, elle a un impact très fort sur les jeunes. On a réalisé une étude 3 ans après le démarrage du programme auprès de jeunes concernés, qui ont été touchés par ce programme, et 83% disent à l'issue de la journée qu'ils veulent que que des jeunes réfugiés soient accueillis dans leur collège, soient scolarisés dans leur collège. Et il y en a plus des 2/3 qui disent qu'en fait, ils n'avaient pas vraiment conscience et compris les enjeux qu'il y avait autour de ces situations. Donc on a un vrai impact et un vrai levier avec ces programmes éducatifs. Peut-être un deuxième exemple, et je m'arrêterai là parce que j'ai conscience aussi que le temps est très court, mais on a parlé de la question de la Covid-19 et de la fragilité, du lien social qui avait été fragilisé pendant cette période-là. Durant toute cette période, le HCR en France et aux côtés de tous les acteurs de l'inclusion et de l'accompagnement des personnes réfugiées ainsi que de la DIER qui a été mentionnée par Florence, on a animé un groupe de bénévoles réfugiés qui souhaitaient s'engager pour justement maintenir le lien social au sein de leur communauté, pour les accompagner à passer la bonne information sur la situation sanitaire du moment, les règles qui s'appliquaient, ou trouver de l'aide dans cette période qui a été particulièrement difficile pour beaucoup et a renforcé la marginalité pour certains. Donc voilà, on a coordonné ce réseau-là de bénévoles pour vraiment les accompagner dans cette volonté de s'impliquer sur le lien social. Merci. Merci. Donc, je vais vous demander malheureusement de devoir faire un petit peu court. Hein. C'est pas très facile, je sais bien. Mais je pense qu'après, avec les échanges qu'on aura avec la salle, ça permettra aussi de rebondir sur des choses que vous n'avez pas pu développer. Donc, je vais m'adresser du coup à Florence. Peut-être, on a aperçu dans la présentation que tu as fait de ton travail dans un temps restreint, qu'il y avait des ambivalences dans les politiques publiques et puis qu'on avait différents acteurs qui étaient partenaires. Je pense que la question du lien social, on l'a vu dans les différentes interventions depuis ce matin, elle se pose pour les personnes qu'on a évoquées, qui voyaient ces liens altérés, mais elle se pose aussi entre acteurs associatifs, acteurs de la solidarité. Donc peut-être est-ce que tu peux nous évoquer la manière dont la mise en œuvre de ces services civiques, elle a pu aussi se faire sous contrainte, avec de la coopération, peut-être dans ce secteur associatif, voilà, peut-être des tensions aussi. Merci beaucoup pour ces questions. Peut-être d'abord, la première contrainte, remarquez que c'est une contrainte budgétaire parce qu'elle limite donc à la fois cet enjeu autour de la langue dont je parlais, le fait qu'il n'y a pas du tout de traducteur, qu'il n'y a pas de cours, etc. Mais aussi parce qu'elle limite la possibilité de partenariat entre les acteurs. Elle empêche concrètement qu'on dépasse le dispositif pour aller plus loin.
Et donc elle empêche aussi par exemple que un jeune, puisque je vais le désigner comme jeune, qui est accueilli pendant 6 ou 8 mois de service civique, puisse être ensuite suivi, puisse être revu, avec toute cette idée aussi qu'on passe de dispositif en dispositif dans des parcours de dispositifs, mais que du coup, il n'y a pas de possibilité de mettre en place un suivi plus long, un travail à long terme. Voilà. Et aussi, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais il y a cet enjeu financier, il se répercute beaucoup sur les volontaires, sur les jeunes réfugiés ou en protection subsidiaire, puisque l'urgence est d'abord financière et il me semble qu'elle passe aussi parfois avant cette question de l'intégration et du lien social, même si les deux peut-être pourraient être plus noués. Mais cette question, par exemple, du fait qu'il n'y a pas de logement pour ces jeunes inclus dans les missions de service civique, que l'indemnité de 500 € ne suffit pas pour vivre, plus éventuellement rembourser des dettes. Voilà. Pour juste finir et aller très vite, oui, aussi que cette coopération entre des structures différentes, notamment les CADA et les associations d'éducation populaire, elle ne repose pas sur les mêmes objectifs et elle ne repose pas sur les mêmes définitions même de la citoyenneté, du lien social, de l'intégration, et que ça crée des tensions très fortes où les volontaires sont perçus comme des ressources et l'argent qui correspond aussi au service civique est perçu comme une ressource, ce qui va avoir des effets sur les injonctions qui vont peser sur eux. Voilà. Merci. Donc Emmanuel, maintenant, est-ce que vous pourriez nous évoquer dans la recherche que vous avez présentée, vous n'avez pas eu le temps de tout dire, mais il y a des résultats qui vous ont amené à des pistes de réflexion sur les dispositifs et notamment l'usage des nouvelles technologies qui permettent de prévenir les conséquences de certaines vulnérabilités relationnelles, la maltraitance, l'isolement. Est-ce que vous pouvez évoquer ces éléments-là? Merci pour la question. D'abord, je pense que c'est un résultat en tout cas intéressant, encourageant même, parce qu'on a toujours des représentations souvent négatives associées aux personnes âgées en général. Et du coup, ce résultat vient en tout cas réinterroger toutes ces représentations. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, ces migrants âgés qui sont donc isolés et ont une image plutôt positive. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on arrive à identifier les besoins et les aspirations. Donc, on peut s'appuyer sur ces besoins identifiés par l'étude et les aspirations qu'ils expriment pour mettre ou bien pour renforcer notamment la question pour les gens qui ont des difficultés à mieux, ce que j'appelle mieux utiliser le téléphone, parce que le plus souvent, si je prends très vite un exemple de monsieur qui est quand même très actif dans un groupe de discussion sur WhatsApp, mais qui n'utilise que l'audio. Et je lui pose la question, mais comment vous faites pour discuter avec tout ce monde? Non, moi, ça fonctionne toujours avec audio. Donc, j'entends l'audio et puis je réponds par audio. Je pense qu'il peut y avoir d'actions encore de soutien, de renforcement de ces expériences déjà connues pour, en tout cas, aider à mieux utiliser ces fameuses technologies. Je vous remercie. Merci. Alors, je vais lancer une question, puis on verra si on a le temps ou pas, mais qui s'adresse du coup à vous. On va refaire un tour de table autour de, j'ai envie de dire, l'évolution. C'est-à-dire, on sait qu'il y a une grande réflexivité. On est ici aussi parce que, à un moment donné, les sciences sociales viennent se nourrir de la réflexivité des acteurs qui elle-même vient nourrir les sciences sociales. Et vous êtes des lecteurs souvent aussi de ce qui peut être fait comme étude. En quoi, dans vos associations, institutions, il y a eu une évolution sur la manière de penser ces dispositifs d'action qui visaient à promouvoir, on l'a vu directement ou indirectement, le lien social? Alors, à Médecins du Monde, on parle beaucoup d'empowerment, donc de renforcer la capacité d'agir des personnes, etc. Et il y a vraiment eu un passage de se dire, OK, dans l'associatif et dans l'humanitaire sur les terrains français, sortir du cadre caritatif pur et dur de la charité, de donner à la personne en besoin, mais vraiment de passer à comment on fait avec les personnes, comment on fait pour les personnes, comment on les met au centre de ça, et en fait, même les sortir du centre, mais les mettre à côté de nous dans la réflexion.
pour en fait restaurer de l'humanité à chacun, de la réflexion, et sortir en effet de ce cliché ou de cette identité de ok, toi tu es le réfugié, tu es la personne dans le besoin, tu es la personne à qui on tend la main. C'est vraiment un questionnement quotidien sur lequel on essaye de progresser, parce que c'est difficile de penser ces nouveaux cadres, etc. C'est un challenge permanent, mais en tout cas c'est vraiment par ce prisme-là qu'on essaye de passer à MDM. Donc je pense qu'on est tous dans la même démarche, voilà. Donc je ne vais pas répéter ce que tu viens de dire, très très bien. Oui, donc mettre la personne au centre, valoriser les compétences, etc. Moi, du coup, je vais rebondir sur autre chose, puisque ça a déjà été mentionné par d'autres. Et sur l'intervention de monsieur sur les nouvelles technologies, je pense que c'est quelque chose aussi dans l'évolution qu'on doit prendre en compte dans l'évolution de notre travail. Et bon, je pense bien sûr à notre travail sur le rétablissement des liens familiaux, parce que comment est-ce qu'on peut s'assurer effectivement que les outils qui sont mis à notre disposition au niveau Internet, tout ça, comment ils sont pris en fait par les personnes qu'on veut aider. Donc notamment, on a par exemple mis en place un nouveau logiciel un programme qui s'appelle Trace the Face, en fait, où les personnes peuvent mettre leur photo. Donc vraiment, encore une fois, ça, c'est eux qui sont acteurs de leur propre démarche. Ils mettent leur photo sur un site quand ils cherchent justement quelqu'un d'autre, parce que la personne de l'autre côté peut aussi choisir de ne pas se remettre en contact, c'est pas une obligation. Mais donc, utiliser justement ça pour mettre des posters, utiliser Internet. Là, on a lancé une campagne aussi publique sur la question des migrants disparus pour essayer justement de mobiliser les opinions publiques. Donc, utiliser ça avec, bien sûr, le pendant qui a déjà été mentionné très, très bien par mon collègue de gauche, mais qui est comment s'assurer effectivement que certaines personnes qui sont plus isolées, plus exclues, plus marginalisées, puissent s'en emparer. Et là, c'est vrai que c'est important de tout ce travail de tissage local qui est fait notamment par nos partenaires des Croix-Rouges nationales dans les communautés pour arriver à toucher les personnes qui naturellement peut-être n'auraient pas accès à ça. Voilà. Je me limite à ça puisqu'on n'a pas beaucoup de temps. Je vous passe. Merci. Peut-être pour rebondir sur ce que disait Paul par rapport à l'empowerment, alors au HCR, ça s'appelle Community-Based Protection. C'est une approche qui a été développée à partir des années 2000 et qui continue de se renforcer encore aujourd'hui. On continue d'apprendre aussi et qui vise finalement à placer la participation des personnes réfugiées et déplacées aux programmes et aux décisions qui les concernent. Donc ça prend des formes différentes, bien sûr, selon si on est dans un camp au Sud-Soudan ou si on est en France, bien évidemment. Mais en tout cas, c'est vraiment l'approche, on va dire, qui guide l'essentiel de cette réflexion. En France, sur la question de la participation, on a désormais une personne dans notre équipe dont le rôle est de favoriser justement la participation des personnes réfugiées. Et ça s'accompagne, c'est pas quelque chose qui est forcément évident. Il y a tout un tas de codes, de normes, d'un besoin aussi de médiation interculturelle, les questions de langue. Mais pour autant, il y a une vraie évolution et un vrai travail au sein de l'organisation pour renforcer ça. Et peut-être pour donner un exemple qui va plutôt rebondir sur la question justement des nouvelles technologies et de la question de la communication, au sein de cette community-based protection qui vise donc à mettre les personnes au centre, on réfléchit aussi à comment renforcer la communication et comment atteindre finalement ces personnes-là, les personnes qu'on souhaite impliquer dans nos programmes et qu'on souhaite mobiliser en tant qu'actrices des décisions qui les concernent. Et il y a tout un travail qui est fait pour essayer de faire un mapping, une sorte de cartographie des canaux de communication qui sont utilisés par les différentes communautés. Est-ce que c'est plutôt les réseaux sociaux et quels réseaux sociaux? Est-ce que c'est aller sur certains sites internet? Est-ce que c'est juste téléphoner? Est-ce que c'est l'écrit? Et du coup plutôt passer par des canaux de communication, d'affiches, etc. Et donc ça, c'est un travail qui est fait dans les différents pays d'intervention du HCR. On le fait aussi en France pour essayer de savoir justement comment mieux atteindre et impliquer les personnes qu'on accompagne. Merci. Donc, il nous reste 10 minutes. Ça fait 2 questions, je pense, ou 3 questions. On verra en fonction du temps de parole. Peut-être interroger aussi les limites de certaines actions qui sont menées en dépit de tout ce qu'on peut anticiper en amont. Peut-être, Florence, si tu peux revenir sur
Alors, tu as beaucoup parlé des effets d'assignation et la question de finalement, la segmentation du marché du travail et qu'il y a des phénomènes de reproduction sociale, on dirait en sociologie, qui se jouent à travers ces dispositifs. Peut-être parler aussi des effets, parce que je pense à ce qu'on disait sur la force des liens faibles qui permet parfois d'accéder au marché du travail. Là, pour l'accès au service civique, est-ce qu'il n'y a pas des effets aussi de sélection dans qui accède à ces dispositifs et qui en est plus marginalisé? Ce serait peut-être ma première question. Merci. Oui, effectivement, il me semble que vraiment ce dispositif, il contribue à segmenter le marché de l'emploi en amont, en préparant les jeunes réfugiés à une insertion professionnelle, parce que c'est la base de leur intégration dans la société française, mais qui va aussi passer par voilà, une assignation à une certaine citoyenneté de travailleurs migrants ou de travailleurs immigrés. Voilà. Et sur les effets de sélection, peut-être en amont du dispositif de service civique, parce qu'en fait, si du coup je le pense comme étant en amont du marché de l'emploi, c'est comme si le service civique faisait sélection en amont de l'amont du marché de l'emploi. Ce que je remarque, c'est que les volontaires, les jeunes qui sont engagés dans ce service civique sont déjà parmi ceux qui sont dans une situation la plus confortable. Évidemment, j'allais dire, puisqu'il s'agit d'abord d'insérer les insérables, pour reprendre les termes de Castel, et notamment que ceux qui sont dans une situation matérielle trop compliquée ne peuvent pas accéder à ce programme, puisque, je le disais, il faut un logement, il faut être déjà dans une situation stable pour pouvoir s'engager 8 mois, 10 mois dans une mission au quotidien. Voilà. Je ne sais pas si j'ai vraiment répondu, mais au moins c'était rapide. Si, tout à fait. Emmanuel, est-ce que vous pouvez évoquer justement peut-être au niveau ce que vous avez travaillé, des représentations associées aux nouvelles technologies? Est-ce qu'il n'y a pas des éléments aussi qui viennent un petit peu faire obstacle parfois? Merci. Comme je le disais tout à l'heure, je pense que l'un des obstacles qui peut arriver, c'est de ne pas tenir compte de leurs préoccupations. Au quotidien, c'est quoi réellement les préoccupations de ces personnes âgées immigrées, isolées? C'est la communication avec la famille, c'est le fait de savoir comment la famille va au Sénégal, ou bien au Gabon, au Rwanda, je ne sais pas moi. Donc, c'est des préoccupations. C'est pour cela que sur la question, par exemple, de la télémédecine, ça suscite, c'est vrai, de curiosité, mais avec une certaine réticence ou bien méfiance, parce qu'au fait, la télémédecine ne rentre pas directement dans les préoccupations. Et du coup, je pense que, comme vous disiez aussi, il y a d'autres travaux comme ceux de Catherine Guichet qui a travaillé sur ces questions, qui considère que l'utilisation, en fait, finalement, il faudrait voir comment ces technologies s'insèrent dans les projets de vie des gens, donc dans le quotidien de ces gens. Donc c'est pour cela que donc, les politiques publiques aussi devraient en tout cas davantage mettre l'accent sur les besoins et les aspirations que peut-être d'imposer ou bien de proposer des choses qui peuvent ne pas être carrément dans leurs intérêts. Voilà. Merci. Est-ce qu'on ouvre sur la salle? Oui. À ce moment-là, on aura l'occasion de... Déjà Camille, peut-être, est-ce qu'il y a des questions au public en ligne? Non, pas de commentaires particuliers. Alors, je vais commencer ici. Madame Ferrand-Bechmann. Moi, j'ai une question. En travaillant avec la Fédération d'entraide protestante sur l'accueil des immigrés, on s'est aperçu que c'était souvent les familles, des familles, en se mettant à 2 ou 3 familles, qui accueillaient. Et je voulais savoir si la Croix-Rouge soutient les familles qui font ça. Et d'autre part, soutiennent le problème qu'il y a quelquefois maintenant, c'est la lassitude des familles, au bout de quelques mois, d'avoir des personnes chez elles. Merci. Donc sur la question des hébergeurs solidaires, on peut le dire comme ça aussi. On prend quelques questions et puis on... Oui, merci. Donc Élodie, qui travaille à la Croix-Rouge française, Élodie Voisin. Donc oui, moi c'est plutôt pour réagir à des notions comme celle de empowerment ou même ça devient même peut-être des concepts comme la participation des personnes ou remettre au cœur
par exemple les réfugiés dans les décisions, etc. Ça, pour moi, c'est vraiment une question de bon sens. Et pourtant, l'enjeu, il me semble, il est peut-être ailleurs, davantage dans de politiser l'objet dans lequel ce que nous parlons aujourd'hui, du lien social et de solutions politiques. Voilà, c'était vraiment juste une réaction qui, pour moi, cette notion d'empowerment ou de se limiter à une simple participation, et là, il faudrait voir laquelle, je trouve que c'est une notion qui vient vraiment d'ailleurs et qui pose vraiment d'autres questions extrêmement critiquables. Voilà. Merci. Ouais. Merci. Nelly, chercheur invitée à l'École normale supérieure et inscrite en thèse à l'Université protestante d'Afrique centrale au Cameroun. J'aimerais rebondir sur la question du lien social entre les bénéficiaires, dont les réfugiés, et les équipes humanitaires. Parce que, en mon sens, particulièrement en contexte africain, lorsqu'on fait un peu le tour des enquêtes de satisfaction auprès des populations locales, il y a beaucoup cette question de distance entre les humanitaires qui interviennent sur le terrain et les populations locales, et ce qui a souvent tendance à affecter l'aide qui est apportée en elle-même. Donc, j'aimerais un peu savoir comment est-ce que vous pensez ces questions, comment est-ce que vous les abordez, quels sont les dispositifs mis en œuvre et peut-être les limites de ces dispositifs-là. Merci. Y a-t-il une dernière question? Non. Je vous passe la parole. En 10 minutes, vous pouvez apporter quelques réponses. Alors la première, elle était autour de l'accompagnement des familles qui hébergent volontairement des personnes exilées. On sait qu'il y a, juste pour précision, quand même différentes modalités d'hébergement. Ça peut être des modalités d'hébergement plus ou moins longues et plus ou moins partagées. Hein. Donc, sachant qu'il y a aussi des familles qui accueillent pour du répit ponctuel. Enfin, il y a vraiment différents modes d'organisation. Donc, je ne sais pas si vous pouvez préciser, si certains d'entre vous ont des éléments de réponse aussi, dans quel dispositif ça s'inscrit. Peut-être juste sur un mot à ce sujet-là. Alors le HCR accompagne pas de dispositif d'hébergement solidaire en France. Par contre, on lance là justement une évaluation, une étude sur l'impact et l'effet que ça a pu avoir sur les liens sociaux. Le phénomène de lassitude que vous mentionnez, c'est des choses que je pense on a tous un petit peu par bribes et qu'on entend, qu'on ressent. Peut-être nous, dans les échanges qu'on a pu avoir, par exemple, avec des collectivités territoriales qui se sont beaucoup mobilisées pour l'accueil sur leur territoire, il y a cette volonté de ne pas faire seul, en fait. Et je pense que dans la réaction l'élan de mobilisation et de solidarité qu'il y a pu avoir, notamment depuis mars 2022 à l'égard des personnes qui ont fui l'Ukraine, il y a ce besoin de faire ensemble et que chacun prenne une part de la responsabilité qui lui incombe et surtout qu'il n'y ait pas un seul acteur ou des citoyens qui se retrouvent seuls sur l'accueil et sur l'inclusion. Donc peut-être simplement cette réaction-là de mon côté. Alors le CICR n'est pas impliqué directement, mais il y a pas mal de Croix-Rouge nationales qui le sont. Donc si quelqu'un dans la salle de la Croix-Rouge française veut rebondir, vous êtes les bienvenus parce que vous êtes mieux placés pour en parler. Peut-être juste de dire que, alors c'est plutôt un point de vue personnel, mais tant le côté solidarité spontanée, l'élan de solidarité, c'était quelque chose de très beau à voir parce que ces dernières années, on a été plutôt déprimés par la réponse à l'accueil des migrants. Là, je pense qu'il y a vraiment eu un élan très très positif. Effectivement, juste de dire que les dispositifs privés doivent être accompagnés, comme vous venez de le dire, et ne doivent pas remplacer en fait la responsabilité des États et qui ne doivent pas décharger tout en fait sur les citoyens. Ça c'est plus un point de vue personnel, mais un peu pour rejoindre aussi la question de l'empowerment et la question politique. Je suis complètement d'accord avec vous, c'est-à-dire que autant je pense qu'il faut intégrer dans notre travail la voix des personnes, donc la voix des personnes qu'on aide. Donc par exemple, j'ai pas mentionné, mais on a organisé il y a un an une conférence des familles des personnes disparues, qui étaient vraiment les familles elles-mêmes qui pouvaient justement exprimer déjà leur situation et être porte-parole de leur propre
propres questions, propres problèmes et pouvoir les exprimer. Ça, je pense qu'on ne peut pas, on ne doit pas parler à la place d'eux, donc ça a déjà été mentionné. Par contre, ça n'empêche pas que tout n'est pas au niveau de l'individu, quoi. Enfin, ça, je l'ai dit dès le début, hein, je suis complètement d'accord que tout ne doit pas être considéré au niveau de l'individu, ou même des associations qui doivent peut-être prendre des responsabilités qui ne sont peut-être pas les leurs à la base, quoi. Voilà. C'est ce que j'avais à dire. Et du coup, pour ajouter quelque chose, il y a des réseaux d'hébergeurs citoyens, notamment à Paris, accompagnés par l'asso Utopia 56. Il y a en effet une lassitude, c'est très dur à gérer et à vivre sur le long terme. C'est hyper important de rappeler que c'est d'abord la responsabilité de l'État de gérer ça, qu'il y a 2 millions de logements vides en France et qu'il y a une loi de réquisition qui permettrait de loger les 300 000 sans-abri qu'on a sur tout le territoire. Donc on a des solutions qui existent. En tout cas, c'est un des pans, je pense, les plus beaux de la solidarité, de voir les mobilisations qu'on a eues à ce niveau-là de l'hébergement récemment, parce que ça rentre dans l'intime et dans la vie des personnes, quoi. Voilà. Merci. Est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter, Paul? Non? Alors, si peut-être on peut passer à la deuxième intervention. Oui. Moi, je serais ravi de rebondir dessus, parce qu'en effet, c'est au-delà de se dire, comment on voit pour que nos activités s'adaptent mieux aux personnes, que ça leur corresponde mieux. La grande question pour nous, parce que la Médecins du Monde, c'est soigner, témoigner, accompagner le changement social, et c'est se dire comment en fait la moitié de notre travail, qui est le plaidoyer, on le fait avec les exiliés, au lieu de faire pour eux en se disant de quoi ils ont besoin, on suppose que c'est ci, que c'est ça. En Ile-de-France, depuis 2 ans, on a de plus en plus de squats d'exilés qui se constituent. Et c'est assez précieux dans le sens où on a des communautés qui, au lieu d'être dans des campements qui sont démantelés tous les 3 mois, commencent à se stabiliser. Et donc il y a des délégués potentiellement qui émergent, il y a des combats politiques qui émergent pour ces lieux, de se dire nous on veut garder ce lieu, on veut que des assos interviennent dans ce lieu, on veut même en fait être visible par ce lieu, mais accéder à des logements plus long terme, à des logements dignes, pérennes, etc. Et en fait c'est des moments de plaidoyer, de politique qui sont très forts et qui changent enfin un peu la donne, quoi. Il y a un non-accueil qui est tellement systématique, qui est tellement violent, que grâce à cette dynamique de squat, je peux que souligner le travail incroyable que font les militants exilés qui sont dans ces lieux et les assos, militants autonomes, collectifs citoyens qui les accompagnent. Parce que, en tout cas pour moi, de mon expérience de terrain depuis 2018, ça change vraiment la donne dans le plaidoyer et dans justement la visibilité des personnes, de leur lutte, de leurs demandes. C'est quelque chose d'essentiel. Merci. Est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter sur les dernières questions? Je pense que Barbara souhaitait répondre. Oui, il y avait notamment, juste 2 mots sur la question de la politisation, la question de la participation, ou en tout cas qu'est-ce qu'on met derrière et qu'est-ce que ça veut dire. Effectivement, c'est des termes qui, je pense, selon les organisations aussi, ont ensuite une réalité pratique qui diverge, ça c'est évident. Nous, l'impact en tout cas qu'on voit sur l'inclusion des personnes réfugiées dans nos différentes activités, elle est vraiment réelle et c'est ce qui nous encourage à continuer à le faire et à réfléchir toujours à la manière dont on le fait. Pour être très concrète sur la France, je vous parlais donc du programme Interact dans lequel des personnes réfugiées sont vraiment pleinement partie de l'équipe du HCR qui va dans ces différents collèges, etc. Il y a plusieurs personnes réfugiées qui, à l'issue de leur participation à ce programme, ont dit mais en fait, moi, ça m'a redonné confiance en moi et en ma place dans la société, en fait, ici en France où maintenant je vis, et qui ont monté des associations pour elles-mêmes participer à la société sur des sujets qui leur tiennent à cœur, sur des cafés intégration pour les personnes LGBTQI+, sur des interventions aussi dans des écoles primaires sur qu'est-ce que c'est que la diversité, qu'est-ce que c'est que l'exil, comment ça se traduit. Donc elles-mêmes portaient ces actions-là dans un second temps. Donc dans cette notion d'empowerment, de participation, il y a des choses très concrètes derrière pour les personnes qu'on mobilise et qu'on encourage à participer à ces programmes-là. Et sur la question qui a été posée sur le lien social entre les personnes réfugiées et les humanitaires et une certaine distance qui peut être ressentie. Alors voilà, moi je travaille dans le contexte français, j'ai travaillé en Ukraine en 2019, pas dans le contexte africain malheureusement. Néanmoins, ce que je peux dire, en tout cas pour le HCR, c'est qu'on est un acteur humanitaire avec un certain nombre de règles et de principes aussi professionnels à respecter, et que dans le lien qui peut exister
exister ou dans les programmes qui peuvent être déployés de community-based protection, par exemple, les humanitaires doivent aussi maintenir une certaine distance ou une certaine place qui leur est propre en tant que professionnels. Et du coup, la nature du lien social qui peut être créé est différente d'un lien social amical, d'un lien social familial, d'un lien social de voisinage. Donc effectivement, je ne sais pas à quelle étude il est fait référence, etc. Là en particulier, mais en tout cas, une certaine distance peut être observée, qui peut se justifier aussi par ça. Et je pense que le HCR est loin d'être le seul acteur concerné, mais la question, en tout cas, dans le travail social et dans le travail humanitaire de manière générale, de la relation entre l'organisation et les personnes qui proposent un accompagnement et les personnes qui sont accompagnées, elle est réelle, et je pense que ça, c'est pas propre à notre organisation. Voilà. Alors, au regard de la mission qui m'est confiée, à savoir de gérer un peu le temps, je dois vous remercier pour ces interventions. Ça ne nous empêche pas de poursuivre en fait la discussion au temps du déjeuner. C'est-à-dire que là, on a 50 minutes pour continuer à aborder toutes ces questions, et notamment cette ouverture sur des questions plus politiques, d'action publique et de liens à faire entre les associations autour de justement cette promotion d'un meilleur accueil des exilés. Merci beaucoup. Merci aussi à Estelle Dallouin pour la modération, la préparation de cette table ronde. Je pense aussi beaucoup d'inspiration pour peut-être se dire il y a peut-être des phénomènes ou à documenter sur lesquels capitaliser et où nos collègues des sciences sociales seraient très utiles. Encore faut-il trouver aussi les moyens pour le faire. Donc on va poursuivre ces conversations. Alors maintenant, merci beaucoup. On va pouvoir passer au déjeuner maintenant.